amoureux de ma bannière télévision, bienvenue à ces nouveaux numéros de plateau spécial mois de la femme. Vous savez, nous sommes au mois de la femme, l'unique mois dédié à la femme du Congo, de la République démocratique du Congo en particulier et de toutes les femmes en général. Ce soir, j'ai le réel plaisir de vous présenter ces numéros. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée des femmes journalistes de Matadi avec elles nous allons essayer de parler. Mais nous recevons pour vous l'invité, lui c'est le directeur général de ma bannière télévision, le docteur Antoine Yoba. Nous le recevons au nom de toutes ces trois casquettes qui va parler de la femme. D'après Antoine Yoba, qu'est-ce qu'il pense de la femme? Donc, restez branchés sur ma bannière télévision, ne zappez pas. Nos amis de toutes les trois communes de la ville, là je vois nos amis de la commune de Matadi, de la commune d'Mvouzi, ainsi que les amis de la commune d'Nzanza. Pourquoi pas aussi nos amoureuses et amoureux de ma bannière télévision qui sont aux côtés de la ville d'Inga, partout, beaucoup. En tout cas, nous vous saluons et aussi à la grande équipe technique, nous vous disons déjà merci parce que nous savons que l'émission va bien se dérouler. Je m'en vais déjà saluer mes collaboratrices avec qui nous allons essayer de parler, de co-animer cette émission. À ma droite, nous avons Madame Sylvie Boissard, elle est journaliste indépendante à qui je dis salut Madame Sylvie. Merci beaucoup. Et au milieu, il y a Madame Lucie Makopé, elle est journaliste à la chaîne de télévision HTV. Bonsoir Madame. Bonsoir Marie-France. Là-bas au fond, nous avons Madame Floris Katamba, elle évolue à la RTZ de Radio-Télévision Zola, à qui je dis bonsoir Madame. Excellente soirée à vous. Ce sont là nos trois intervenantes et derrière nous avons les deux dames, elles sont là pour nous accompagner aussi, ce sont déjà des dames journalistes. Derrière celle qui est habillée en chocolat, je ne sais pas trop, chocolat jaune, elle s'appelle Blandine Toumba, Rebecca, journaliste à Info Plus, à qui je dis salut madame. Salut, merci. La dernière intervenante, elle c'est Eugénie, notre journaliste de la Ratelki, à qui j'ai dit bonsoir Madame Eugénie. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, vous avez certainement compris, les journalistes sont là pour présenter cette émission et nous recevons pour vous, comme je viens de le dire, le directeur général de ma bannière télévision, le docteur Antoine Yoba, à qui je dis bonsoir Monsieur Antoine Yoba. Bonsoir madame, bonsoir à toute la population qui va venir se passer. Merci, soyez le bienvenu. Monsieur Antoine Yoba, je vous présente d'abord, vous êtes le directeur général de ma bannière télévision, la chaîne numérique. Vous êtes docteur, l'initiateur ou les fondateurs, le patron du centre médical Christ Ma Bannière. Aussi, vous êtes le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières. C'est ça là vos trois casquettes. Oui, vous avez cité quelques-unes de mes casquettes, comme vous l'avez dit vous-même, mais il y en a d'autres encore que je n'aimerais pas citer ici. Mais en tout cas, dans ces trois casquettes, je crois que c'est suffisant déjà pour faire de ces débats alléchants. Ok. Vous êtes devant les femmes journalistes de la ville de Matadi. Monsieur Antoine Yoba, quelle est votre conception de la femme au-delà de ce qu'elle est? Elle est épouse, la femme, entre guillemets, elle est épouse, la femme, elle est mère, elle est fille, elle est sœur, cousine, et que sais-je encore. D'après monsieur Antoine Yoba, quelle conception avez-vous au-delà de ce qu'elle est? Oui, merci madame pour la parole. Et une fois de plus, je salue tous vos téléspectateurs qui nous suivent à travers toute la ville de Matadi, mais aussi à travers les parties les plus proches, les contrées les plus proches, et la ville de Matadi, Sanda et les environs. En fait, la femme, pour moi, c'est une partenaire, une coéquipière avec laquelle nous sommes obligés
dans ma façon de voir les choses, si tout le monde considérait la femme comme une partenaire indispensable, comme une coéquipière, je sais la valeur de chaque mot que je place. Je pense que ça sera suffisant pour déjà commencer à créer l'équilibre entre l'homme et la femme. Il y a quelques jours, l'univers ou le monde vient de célébrer la journée mondiale internationale de la femme. Qu'entendez-vous par cette date du 8 mars? Comment est-ce que vous définissez cette date? Oui, pour moi, le 8 mars, c'est une date très capitale dans l'équilibre entre l'homme et la femme, dans l'égalité entre l'homme et la femme. Cette date, pour moi, au-delà de ce que la société traditionnelle nous présente, cette date devrait évoluer vers la redynamisation, vers l'autodétermination de la femme. Aujourd'hui, madame, quand je fais une petite analyse de ce que représente la femme congolaise, en particulier et de façon générale, pour ne pas me répéter, nous remarquons qu'il y a un écart très important entre l'homme et la femme. Cet écart vient déjà de le bas âge. Malheureusement, à qui revient la responsabilité de cet écart? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est la femme elle-même. Pourquoi? Dans notre société, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une la nation. L'éducation que la mère offre à ses deux enfants, l'un des sexes masculins, l'autre des sexes féminins, de le bas âge, c'est de là qu'est parti aujourd'hui ce que nous sommes en train de décrier. La femme, la mère, éduque le petit garçon à être responsable de le bas âge, alors que la petite fille, c'est comme si dans notre société, la responsabilité n'est pas obligatoire. Vous allez remarquer qu'il y a deux enfants, un garçon et deux filles. Les aînés sont des filles et les cadets c'est des garçons. Mais déjà la mère dit au petit garçon que c'est toi qui seras le chef de la famille. Donc c'est quelque chose à décourager déjà. Or c'est des... Bon, pour moi, c'est cet environnement culturel qui fait que l'homme, le petit garçon, quand il grandit en toute responsabilité parce qu'il sait qu'il va prendre en charge la famille, alors que la petite fille, quand elle grandit, on l'éduque pour qu'elle soit prise en charge. Tous les efforts que la petite fille fournit, c'est juste pour qu'elle puisse être prise en charge par le même petit garçon là qui est à côté. Voilà le problème. Peut-être que nous avons eu la chance de voyager par-ci par-là à travers le monde des sociétés évoluées. Ce que nous remarquons ici, ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. C'est différent. La manière dont nous élevons nos enfants, dont nous éduquons nos jeunes garçons et nos jeunes filles, diffère des autres sociétés où vous allez voir qu'on offre la même chance aux petits garçons et à la petite fille. Les deux grandissent pour être complémentaires, pour être responsables,
la petite fille sait que elle doit prendre sa vie, elle doit être autonome, elle doit prendre sa vie en charge. Le petit garçon, mêmement, ce qui n'est pas pareil chez nous. Je pense que vous êtes des mamans, vous êtes conscients de notre culture et de notre façon de lever nos enfants déjà dès le bas âge. Je crois que c'est ce que je peux dire pour circonscrire le propos d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Sylvie Boissa. Quelques questions. Vas-y. Merci Marie-France. Monsieur Oba. Chaque année, la femme fête et il y a un thème qu'on exploite. Et cette année, le thème est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Que pouvez-vous ajouter à la femme par rapport à ce thème de cette année? Je crois que le terme est clean, c'est vraiment propre, c'est bien concis et ça dit tout. Mais plutôt, moi je me pose la question, est-ce que reflète-t-il la réalité dans notre société aujourd'hui? Est-ce que la femme assume son leadership en cette période de Covid-19? Ça, c'est une question que nous tous, nous devons nous poser. Maman, telle que vous êtes là, assumez-vous votre leadership réellement? Oui, vous assumez votre leadership d'une manière ou d'une autre. Je peux vous défendre. Avec la crise économique qui sévit dans notre pays, tous les tissus de production sont délabrés. Et notre pays vit d'une économie informelle. Cette économie informelle trouve son socle, repose sur les travails des mamans. Ce sont des mamans qui sont... Regardez comment vous jonchez les rues de notre pays, en train de vendre des bananes, en train de vendre du pain, en train de vendre tout cela pour subvenir, pour la survie de la famille. Donc, de ce côté-là, nous pouvons dire que oui, le leadership féminin est assuré. Et cela est encore aggravé avec cette pandémie. Mais, au-delà de ce qui peut paraître normal, est-ce que le leadership devait se limiter là? Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de femmes, de nombreuses femmes comme vous, au niveau des cercles de décision, moi je parie que ça sera difficile pour que vous puissiez réellement assumer votre leadership, même en cette période avec la COVID-19. Merci beaucoup. Vous avez souligné dans vos mots que la femme est partenaire. Vous êtes entrepreneur. En tant que homme d'affaires, quelle est la place que vous octroyez à la femme dans votre entreprise et aussi comment évaluez-vous son travail? Très belle question, madame. Chez nous, dans ma bannière, je pense, les collègues qui sont là, je parle de ma bannière télévision, j'ai toujours posé la question de savoir à madame la responsable de la rédaction, pourquoi il n'y a pas de femme à ma bannière? Souvent, j'ai l'accuse de faire fuir les femmes. Elle est là, elle m'écoute, elle peut me contredire si je dis autre chose. Quand vous allez à ma bannière hospitaux, d'ailleurs, la profession médicale, c'est une profession qui se
féminise. Les jours qui viendront, il n'y aura plus de médecins hommes, il n'y aura plus de médecins. En fait, la profession médicale est typiquement féminisée. Vous allez vous rendre compte. La fois passée, nous avons fêté aussi le 8 mars. Nous avons présenté le responsable, les femmes responsables au sein des Mabanial Hospitaux. Je pense chez nous, c'est 50-50. Mais le vrai problème, c'est que la femme ne présente aucune offre pour le moment, de façon générale. La femme ne présente aucune offre. En dehors du mariage, en dehors des enfants, en dehors, de façon générale, quand vous faites une analyse, vous allez remarquer que si aujourd'hui le niveau d'éducation a baissé chez les hommes, ce niveau d'éducation a encore plus baissé chez la femme. Donc, c'est un grand problème aujourd'hui pour trouver sur le marché les femmes de qualité. Les femmes de qualité. Avec le même diplôme, vous prenez un homme et une femme, vous allez vous rendre compte que la qualité chez la femme, madame, est devenue rare. Mais pourquoi? Regardez. À la naissance, la biologie nous dit que la plupart des avortements, des embryons, ce sont souvent les embryons des sexes masculins. Vous regardez le monde, déjà donc, ça veut dire que s'il y a eu beaucoup d'avortements des sexes masculins, logiquement à la naissance, on va avoir beaucoup de filles que de garçons. On arrive à l'école maternelle, vous allez remarquer, il y a aussi beaucoup de fillettes à l'école maternelle. Quand on monte, on arrive à l'école secondaire, la balance commence à baisser du côté des femmes. Lorsque simplement la jeune fille prend conscience qu'elle est une fille, elle commence à se comporter comme une fille, elle commence à baisser la garde. Quand la puberté va arriver, si vous êtes dans un milieu autre, vous allez vous rendre compte que la jeune fille, les études ne sont plus obligatoires pour la jeune fille, alors qu'elles sont obligatoires pour les jeunes hommes. Et là encore, vous allez remarquer que le taux de déperdition scolaire est très élevé chez les sexes féminins que chez les sexes masculins. Mais en dehors de cela, la qualité, lorsque la jeune fille prend conscience qu'elle est une jeune fille, elle ne va plus fournir, elle ne fournit plus les mêmes efforts que le jeune homme. Et quelles leçons pouvez-vous donner aux jeunes filles par rapport à cette analyse? C'est clair, tout est parti du bas âge. C'est la mère qui doit apprendre à la jeune fille de compter déjà dès le bas âge seulement sur sa capacité à transformer le monde. Et pour transformer le monde, il faut que la jeune fille soit éduquée de la même façon que les jeunes hommes, mais aussi une prise de conscience précoce chez la jeune fille. Une prise de conscience précoce chez la jeune fille. Malheureusement, cette prise de conscience-là fait défaut dans notre société, dans la plupart des cas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes ou de filles de qualité, il y en a. Mais le pourcentage par rapport aux hommes, je crois qu'il y a un écart important. Je reviens toujours à ce que vient de dire monsieur le directeur général, qu'il y a un problème de qualité, il n'y a pas assez de femmes qui ont des compétences. Oui, problème d'offres. Problème d'offres. Maintenant, nous aimerions savoir qu'est-ce qui bloque l'effectivité de la représentativité des femmes dans des postes de commandement.
récemment, la première dame Denise Nyakeru a rencontré le premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde pour solliciter son implication par rapport à la femme, qu'il y ait 30% de représentantes au niveau du prochain gouvernement. Vous avez parlé de la qualité, ce qui fait que la femme n'est pas... Mais non, il y a peut-être une vérité que les femmes ne savent pas, que vous êtes mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui bloque réellement cette effectivité des représentantes, qu'il y ait des femmes qui sont dans des crans de prise de décision. À mon avis, ça c'est mon point de vue, les choses pareilles qui se décrètent dans le bureau, 30% de femmes, ça se décrète dans les bureaux, ce sont ces choses-là qui rendent les femmes plus faibles. Pourquoi pas 50%? Mais sur base de compétitivité, de compétences, moi je ne vois pas pourquoi on doit limiter à 30%. 30 même c'est un problème, monsieur. Non, c'est cela le problème. Pourquoi ne pas donner les mêmes chances? Moi je suis d'avis que limiter le nombre, les quotas, tout ça, ça ne sert à rien. Mais que les femmes prennent conscience depuis le bas âge pour que nous allions compétir avec les hommes sur même pied d'égalité. Parce que le fait qu'on vous accorde 30%, ça, on vous accorde. Regardez, ça vous rabaisse encore. Bon, ça c'est mon point de vue. Ça vous rabaisse. On vous accorde par qui? Les hommes. Mais non, non. Refusez ce genre d'offres. Ce sont des offres suicidaires. Et ce sont ces offres-là qui vous maintiennent dans cet état-là. Demandez seulement l'égalité des chances. L'égalité des chances depuis le bas âge. L'égalité des chances à l'école. L'égalité des chances à la compétition. Quand vous demandez 30%, ça veut dire quoi? Peut-être que je comprends. Ça veut dire que si nous devons postuler pour un poste, on doit mettre 7 sur 3. Mais pourquoi? Est-ce que la femme est moins intelligente que l'homme? Est-ce que la femme est moins intelligente que l'homme? Non, non, non. C'est cela, je reviens encore à ce que j'ai dit. La prise de conscience dès le bas âge. La prise de conscience de la femme dès le bas âge. Même vous-même, regardez, nous pouvons être, on ajoute, nous sommes ici à combien? 8, hein? 8, oui, avec les caméramans. On va élire à un poste donné ici. Mais vous allez voir, même la femme a du mal à choisir la femme. Mais pourquoi? Pourquoi la femme a du mal à choisir la femme? Simplement parce qu'elle doute des qualités de sa collègue, de la femme elle-même. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Congo, c'est plus de 58% des femmes? Vous pouvez vous décider un jour d'élire un président, une présidente. Vous vous donnez un mot d'ordre. En 2023, vous donnez un mot d'ordre, vous dites que femme, votez femme. Est-ce que vous pouvez être capable de le faire? Non. Pourquoi? Simplement parce que la prise de conscience n'y est pas encore. Donc, tous les efforts que nous devons fournir, que vous devez fournir, c'est vers cette prise de conscience-là que la femme a aussi des qualités que l'homme. Donc pour moi, femme, lettre F veut dire force. Ce n'est pas, comme on le dit, lettre F veut dire faible ou faiblesse. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Floris Katamba. Merci beaucoup, Madame Marie-France Magali. Docteur, je voudrais réfléchir sur la journée du 8 mars, ou le mois de mars proprement dite. Je vois cette célébration dès sa genèse jusqu'à ce jour, où les femmes congolaises également fêtent.
ou célèbre. Alors, comment évaluez-vous la célébration du 8 mars ou de ce mois dédié à la femme au niveau de l'RDC? Est-ce cela a amené quelque chose de productif ou constructif dans le chef de la femme congolaise, cette célébration? Merci madame. Je crois que je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Allez-y, vous êtes libre. Oui, je suis de ceux qui croient que cette journée ne sert à rien. Elle est nulle. Ouais, sert à D'après rien. vous? Oui. En tout cas, je ne vois pas. C'est mon point de vue. Je ne vous demande pas de croire ou de l'accepter comme tel. Pour moi, c'est une journée qui ne sert à rien. J'ai dit tantôt là que toutes ces offres-là, ce sont ces offres qui contribuent à maintenir la femme dans l'état où elle est. On parle de la femme congolaise. Toutes les femmes, à travers le monde, à travers le monde. Au fait, les égalités entre les hommes et la femme sont partout, à travers le monde. Mais sauf que chez nous, ces égalités sont beaucoup encore plus accentuées à cause de nos traditions, à cause de notre culture. Est-ce que vous pouvez croire que une culture qui dit, par exemple, je prends ce que nous disons, Basi batonga kamboka te. Des phrases pareilles. Basi batonga kamboka te. Je ne sais pas quand vous entendez ça, vous les femmes. Quand vous entendez, qu'est-ce que ça vous fait? Koliana mwasi, koliana ndoki. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, les femmes? Valère et mwasi, nanda kwa liba. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Et tous nos enfants grandissent avec ça dans la tête. Donc elle fournit tous les efforts, coûte que coûte, pour qu'elle soit femme au foyer. La femme qui est mariée, chez nous, c'est celle-là qu'on dit, c'est elle qui a réussi. Mais celle qui travaille comme vous, celle qui contribue à changer le monde, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Même au sein des familles, la préoccupation de parents, c'est que Okobala, Mukolonini, Okobota, Mukolonini. Chère femme, comment voulez-vous vous puissiez vous émanciper avec ces genres de conceptions qu'on incruste en vous depuis le bas âge? Donc, personnellement, je ne suis pas pour cette journée, ni pour toutes les autres offres qui, pour moi, stigmatisent encore la femme. Je crois que les femmes à la maison nous suivent attentivement. Chères dames, en tout cas, restez branchées sur les antennes de Mabania Télévision. Nous continuons, nous poursuivons cette émission. Je passe la parole à Madame Lucie Makopé de H Télévision. Merci Marie-France pour la parole. Docteur Yoba Yoba, il y a parmi les femmes des questions qui se posent. Je reviens pour les bébés. Alors, pour les bébés qui refusent les seins maternels, est-ce que ces bébés-là peuvent-ils contracter les problèmes de la nutrition? Et dans le même registre, est-ce que réellement le sein maternel est la base de l'intelligence chez un être humain? Parce qu'on a dit un enfant qui n'a pas bien allaité n'est pas intelligent à l'école. Oui, je crois que l'allaitement maternel exclusif dans notre pays, c'est jusqu'à l'âge de 6 mois. Notre pays a retenu que jusqu'à l'âge de 6 mois, le nourrisson ne prend rien d'autre que le lait maternel. Vous l'avez dit, le lait maternel amène, c'est un repas complet en des termes simples. Il y a tout dans les repas maternels. Il y a de l'eau, il y a des protéines, il y a tout ce qu'il faut pour le bon développement du nourrisson.
que ce soit du point de vue psychique, du point de vue physique, du point de vue psychologique. Parce que le fait d'allaiter l'enfant, la mère et l'enfant communiquent du point de vue psychologique. Donc, c'est vrai, l'allaitement maternel, c'est le socle même du développement de l'être vivant, de l'être humain. Donc, maman, n'ayez pas peur, allaitez les enfants jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre l'âge de sévrage. Mais l'enfant qui a refusé le sein maternel, ces bébés-là, ils peuvent contracter les problèmes de la malnutrition. Il y a ces bébés qui refusent carrément le lait maternel à l'âge de 1 mois, 2 mois, ils ne veulent plus le sein maternel. Non, mais il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Non, il n'y a pas de problème. S'il ne sait pas téter, s'il ne veut pas prendre le lait maternel, remplacez-le par le lait de vache. Voilà, donc voilà, je disais encore qu'une fille qui n'a pas de relations sexuelles jusqu'à l'âge de 35 ans, peut-elle contracter un problème de conception plus tard? Une fille vierge jusqu'à l'âge de 35 ans, elle n'a pas connu d'homme. Puisqu'on attend dire aussi que toi tu es encore vierge jusqu'à cet âge, tu auras des problèmes de conception. Ouais, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et vous pouvez rester vierge même jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'y a pas de problème. Elles existent encore? Ça, c'est à moi de vous le demander. C'est une question de curiosité. Oui, c'est à moi de vous demander si elles existent encore. Donc, il n'y a pas de problème. Si, au fait, le problème de conception, vous appelez ça problème de conception. Pour une fille qui est restée vierge et qui n'a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème de conception. Mais est-il que moi je serais d'accord qu'on reste vierge parce qu'on préparait une thèse de doctorat. Merci, là, je reviens à vous. Vous avez un argument solide. Mais si c'est pour... Enfin, est-ce qu'il y a-t-il un plus-value? Je reviens à vous, Madame Fleury, vous avez une question, je ne sais pas. Je reste dans la médecine. Oui. Aujourd'hui, la femme, en général, est exposée à cette maladie qu'on appelle cancer, dans sa généralité, mais plus précisément, cancer de sein, cancer d'utérus. En tout cas, aujourd'hui, je parle dans le contexte de mon pays. Donc, la femme fait vraiment face à cette maladie. Alors, je voudrais un peu savoir l'origine du cancer. Qu'est-ce qui occasionne le cancer? Que ce soit du sein, que ce soit de l'utérus. Oui, jusqu'à preuve du contraire, tous les cancers, leurs causes ne sont pas connues. Ok? Les causes de tous les cancers ne sont pas connues. Mais la médecine reconnaît les facteurs favorisants. Et alors, parmi les facteurs favorisants, il y a des facteurs génétiques, mais aussi il y a des facteurs environnementaux. Donc, les facteurs génétiques, pour que vous développiez un cancer des seins, ou n'importe quel cancer, il faut que vous ayez déjà dans vos gènes, ok, dans vos gènes, cette prédisposition-là. Et là, c'est inné, nous naissons avec. Nous naissons avec quand nous avons été fabriqués par les bons dieux. Et maintenant, en dehors des éléments, des facteurs génétiques, il y a les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux. Tout ce qui se trouve autour de notre environnement. Par exemple, notre façon, le système nutritionnel, notre façon de nous exposer. Par exemple, les cancers du col de l'utérus. On dit que, en dehors des facteurs génétiques, les facteurs favorisants, on peut dire, par exemple, les infections sexuellement transmissibles, les IST. Ok? Des rapports traumatiques. Ça peut vous exposer, ça peut favoriser l'éclosion
d'un cancer du col de l'utérus pour une personne qui a cette prédisposition. Voilà un peu, madame, comment est-ce que je peux répondre à votre préoccupation. Voilà. Entre nous les femmes, ça se dit, non, des fois le cancer provient d'un avortement mal fait ou avec des outils non stérilisés. Ça occasionne également les cancers, ça se dit. Et également, la femme a souvent l'habitude de faire l'entretien de son corps par de produits traditionnels. Est-ce que cela peut également être à la base ou non? Bon, j'ai dit oui, parce que j'ai parlé de l'environnement. Tout ce que vous venez de citer là s'entre dans l'environnement. Les avortements, les curettages, ça c'est les traumatismes. Vous allez traumatiser le col quand surtout c'est fait dans des conditions sceptiques. Donc, vous remarquez que vous vous exposez. Les médicaments traditionnels, c'est toujours l'environnement. Est-ce que vous connaissez la composition de ces médicaments traditionnels que vous utilisez, que vous mettez là? Ne mettez pas n'importe quoi. L'hygiène de la femme, c'est pas simplement avec un savon normal, neutre, avec de l'eau propre. Vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit. Non, ça ne sert à rien. Ce sont des traditions. Vous cherchez à vous nuire vous-même. C'est pas ça. Utilisez de l'eau propre. Et cela est suffisant. Et quand vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital, consultez un médecin qui va vous prescrire un médicament, du moins qui ne va pas nuire à votre santé. À moins que vous soyez sûr de la composition de médicaments ou de produits traditionnels que vous utilisez. Mais de façon générale, je vous conseillerais d'utiliser, de conseiller aux jeunes filles ou à toutes les femmes d'utiliser de l'eau propre, simplement. Moi, je peux ajouter, les femmes utilisent ces produits, c'est pour éliminer les mauvaises odeurs. Ils disent que non, de l'eau simple ne suffit pas. Il faudrait ajouter les trucs là, peut-être un produit pharmaceutique aussi. Quelle odeur? Est-ce que la femme a des odeurs? C'est toutes ces, disons, cette façon de concevoir qui maintient encore la femme dans ces conditions-là que nous sommes en train de déplorer ici. Qui vous a dit que la femme sent mauvais? Quand la femme commence à sentir mauvais, c'est qu'elle est malade. Mais en temps normal, une femme, non, elle va sentir mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez enlever quelle odeur? Tel que l'appareil génital de la femme a été conçu. Cet appareil contient tout ce qu'il faut pour s'entretenir. Et le fait d'utiliser n'importe quoi va vous pousser à rompre l'équilibre physico-chimique qu'il y a là-bas et vous exposer à des maladies à répétition. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir que la femme sent mauvais. La femme, une fois de plus, ne sent jamais mauvais quand elle est normale. Bien noté, je crois que les mamans ont bien saisi ce que Docteur Antoine Yoba vient de dire. Je passe la parole à maman Sylvie Boissa. Oui, merci encore Marie-France. Je reviens chez vous, Monsieur Yoba, en tant que coordonnateur provincial du Programme national d'hygiène aux frontières. Je voulais savoir, ensemble avec des mamans, quelles sont les mesures qui sont prises par rapport aux violences que subissent la femme et les jeunes filles aux frontières. Oui, merci madame pour cette question. Nous, en tant que Programme national de l'hygiène aux frontières, nous sommes un service spécialisé du ministère de la Santé publique. Nous avons un mandat et une mission
notre mandat, c'est de protéger notre pays contre la propagation internationale de maladies. Et de ces mandats-là découle notre mission. Nous allons protéger notre pays. Comment? Nous protégeons notre pays en assurant le contrôle sanitaire. Et donc, si vous considérez la violence que les femmes subissent au niveau des frontières comme un problème de santé publique, alors vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les mamans. Nous sensibilisons le maman pour qu'elle puisse bien se comporter, pour qu'elle puisse être en ordre, pour que le prédateur ne puisse pas profiter de leur faiblesse. Faiblesse, pourquoi? Vous voulez, les gens aiment partir, par exemple, en Angola. Je vois, moi, ça m'étonne, vous voulez quitter le Congo pour aller en Angola. Et vous êtes prête à faire n'importe quoi en Angola. Mais l'Angola, qu'est-ce qu'il y a de différent entre Angola et Congo? C'est pareil. Et à cause de cela, on vous attrape parce que vous n'avez pas de documents nécessaires, on vous attrape et on va vous faire subir des services corporels, sexuels et je m'imagine ce que nous voyons, comment on refoule au niveau des frontières nos compatriotes qui viennent de l'autre pays. Dans quel état nutritionnel ils sont, dans quel état de santé. Vous allez avoir les larmes aux yeux. Mais dans tout cela, nous sommes d'abord responsables nous-mêmes. Nous sommes responsables nous-mêmes de notre propre vie. La femme est responsable elle-même. La femme est responsable elle-même, maman. Et que conseillez-vous à la femme par rapport à ce? Oui, vous voulez voyager, ce qui est tout à fait légitime. C'est votre droit. Personne ne peut vous prouver de voyager. Mais du moins, le minimum que vous devez faire, c'est d'être en règle des documents. Vous devez savoir là où vous allez, quelles sont les conditions pour y accéder. Remplissez les conditions, vous allez partir et revenir quand vous voudrez. Mais lorsque vous allez et que vous n'êtes pas en ordre, les prédateurs vont profiter de vous. Les prédateurs vont profiter de vous et malheureusement peut-être quand l'hygiène aux frontières va vous accueillir, ça sera tard déjà. Les dégâts seront déjà arrivés. Et aussi par rapport au Covid-19, quelles sont les mesures prises? Puisque le Congo central est la deuxième province la plus touchée après Kinshasa. Par rapport à ça. Le respect de gestes barrières au niveau des frontières, les dispositions prises par rapport. Madame, au niveau des frontières, du moins les frontières du Congo central, Ouais. tout est mis en place pour que les respects des gestes barrières puissent être effectifs. Tout est mis en place. Et d'ailleurs, toujours dans le cadre de notre mandat, de protéger notre pays contre la propagation internationale des maladies, aujourd'hui, le programme national de l'hygiène aux frontières a renforcé son plateau technique en y ajoutant le prélèvement au point d'entrée. Le prélèvement des tests Covid. Vous n'allez pas sortir aujourd'hui de notre pays
ou entrer dans notre pays sans que vous ayez présenté, sans que vous ayez été prélevé des tests de Covid. C'est systématique et à tous les points d'entrée. Avant d'entrer au Congo, avant de sortir, vous devez présenter un test de Covid qui est valide. Donc tout cela, c'est toujours dans le sens de protéger notre pays contre la propagation internationale des maladies. Parce que la seconde vague de Covid que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il a été démontré, ça nous a été importé des pays étrangers. Donc, par des voyageurs qui sont venus d'ailleurs. C'est pourquoi le pays a décidé que le prélèvement soit systématique à travers tous les points d'entrée au niveau de la République démocratique du Congo en général et au Congo central en particulier. À l'aide de la machine iChromatu, vous avez placé ça au niveau de Banana, Mwanda et à Loufou. Qu'en est-il des autres points d'entrée du Congo central? Merci madame. Pour le moment, je voudrais attirer votre attention en vous disant que iChromatu, ce sont des machines qui coûtent extrêmement cher et qu'avec les moyens dont dispose le programme national de l'hygiène aux frontières, nous sommes incapables d'équiper en une seule fois tous nos points d'entrée. C'est pourquoi nous avons commencé progressivement. Nous avons commencé à Loufou. Pourquoi? Parce que vous savez, Loufou, c'est un point très chaud. Et puis, nous avons commencé à Mwanda, en haute mer. Les agents du programme national de l'hygiène aux frontières vont faire des prélèvements dans des bateaux en haute mer. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile pour nous, le programme en haute mer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'océan comme ça. Vous devez aller en haute mer et prélever. Et c'est grâce à ces prélèvements, je peux vous dire, c'est presque chaque semaine, on détecte des cas positifs chez les marins dans les navires. Ces marins qui viennent à Matadi et peut-être qui seraient à la base d'une troisième vague, parce que cette deuxième vague de Covid est en train de prendre presque fin. Chaque jour, je peux vous confirmer, hier encore, nous avons eu au moins 7 cas dans 2 navires. Dans 2 navires. Dans l'un, 6, dans l'autre, 1 cas. Donc, vous imaginez l'impact de l'action du programme national de l'hygiène aux frontières dans la lutte contre la Covid-19. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. Je reviens à vous, Madame Fleuriste, rapidement, avant de terminer cette émission. Vous avez une dernière question? Je crois qu'au début de l'émission, lorsque Madame Marie-France Ebengo Magali vous présentait, elle vous a présenté, je crois, sous 3 casquettes, dont vous nous avez même mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement ces 3 personnages-là. Alors, en termes seulement du médecin, responsable de quelques entreprises publiques ou encore privées, comment arrivez-vous à concilier tout ça? Vous n'êtes qu'une seule personne. La seule personne, M. Yoba, vous êtes en même temps le DG de ma bannière, le responsable ou patron du centre hospitalier et puis du PNIHF. Quel est votre secret? Si cela n'est pas indiscret. Voilà. Mon secret, c'est que je me lève très tôt, je me couche très tard. Ma journée commence à 5h, à 6h, peut-être que vous êtes encore au lit. Quand il sera 8h, peut-être que j'aurai déjà fini. Je peux vous décrire ma journée d'aujourd'hui. J'étais au centre à 6h30. J'ai opéré. À 8h30, j'étais déjà dans mon bureau. J'ai travaillé.
gérer les dossiers. À 12h, j'étais ici. Je vais rentrer au bureau, continuer à travailler jusqu'à 16h, 17h. Et après, je vais partir peut-être au centre et continuer d'autres activités. Pour vous dire que j'ai toujours dit à ceux qui me connaissent, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est le temps. Je n'ai pas de temps. Je suis libre après 20h, 21h. Je n'ai pas le temps. Et là, c'est chaque jour. Mais pourquoi? Là, c'est peut-être une leçon de morale. C'est que je prends beaucoup de risques pour essayer un peu de maintenir les standings dont vous êtes en train de parler aujourd'hui. Je fais beaucoup de sacrifices. Et je vous dirai ici, moi, je crois seulement à l'effort. Je ne crois pas à autre chose. Moi, quand je me réveille le matin, je dis, bon Dieu, donne-moi la force de travailler. Je suis vraiment convaincu de ce que la Bible a dit. Tu mangeras le pain par la sueur de ton front. Et donc, plus ta sueur sera abondante, plus tu mangeras. Étant cumulé tel que vous êtes. Un adulte normal doit dormir pendant combien de temps? Un adulte normal doit dormir pendant 8 heures. Non, 6 heures. 6 à 8 heures. Donc, si je dors à minuit et que je me réveille à 6 heures, je suis dans la fourchette, vrai ou faux? Vous avez souri, vous avez compris que le temps, c'est de l'argent. Maximiser, maximiser, maximiser. Profitez du temps. Profitez, travaillons encore dur. On ne travaille pas beaucoup, madame. Les Congolais, nous sommes des fainéants. Je vais vous dire quelque chose. J'étais aux États-Unis. Je fais les cailloux. Vous entendez là les cailloux. 9 mois de cailloux. Mais j'avais maigri comme quelqu'un qui était malade. Pourquoi? C'est parce que là, les gens travaillent. Et quand vous dites 8 heures, c'est 8 heures. Et vous travaillez debout. Debout. Pendant 8 heures, vous travaillez debout. Vous avez un repos de 15 minutes pour vous ressourcer. C'est pourquoi, bien sûr, que ces pays-là se développent. Nous passons du temps au travail. Nous passons du temps au travail. Mais nous ne travaillons pas. Mesdames, enseignons à nos filles de dormir moins et de travailler beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission face à la presse spéciale mois de la femme. Mais avant de terminer, M. Antoine Yoba, un mot, un message à lancer particulièrement à toutes ces femmes-là, même à Kikongo, en français, vous résumez un mot, un message essentiel pour toutes ces femmes-là au Balandi Bisso. Oui, à toutes les femmes, je vous souhaite bonne fête d'abord. Merci. Ensuite, croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vous. Et à toutes les mamans, éduquez le garçon et la jeune fille dans le même sens des responsabilités. Dans le même sens des responsabilités. Il n'y a que de cette façon-là, je pense, qu'on peut atteindre l'égalité entre l'homme et la femme. Kikongo ou Lingala, en quelques mots. Oh
Oui, je dirais que mbote na ba mama nyonso, mbote na ba mama nyonso, et fête ya mbote, na bilumbu ke kuiza, beto sala nyonso, sans beto élevé, bana na beto ya kento na ya bakala, na ba condition mosi, beto katula na intu ya mwana kento ke, yandi anike kaka samu na kukwela, yandi anike kaka samu na kubuta, bamambu yina ya umevutula mwana kento ya Congo na manima par rapport ya bana kento ya bantoto ya nkaka. Voilà un peu ce que je peux dire à la fin. Monsieur Antonio Bayoba, au nom de toutes les femmes journalistes de Matadi, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aussi à mes collaboratrices, mesdames, je vous dis un grand merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission face à la presse spéciale Mois de la femme, l'unique mois dédié à la femme. En tout cas, merci à vous qui avez suivi cette émission de partout, aussi à la grande équipe technique qui m'a accompagné, à notre chef technique Solo, notre chef de production Mena, aussi à nos différents caméramens. Je vois Grace, Ronsard, vous êtes nombreux en tout cas. Merci Christian, merci à vous. Le rendez-vous est pris très prochainement quant à vous.